Bonjour Jacques Lecacheux. Bonjour Sylvain Kahn. Jacques Lecacheux, vous êtes économiste, professeur à l'Université de Pau et à Sciences Po, chercheur à l'OFCE, l'Office français des conjonctures économiques, et vous êtes spécialiste des questions économiques européennes. Alors, la crise de l'euro, selon vous, a-t-elle entraîné plus d'intégration européenne ou moins d'intégration européenne? Alors, ça dépend beaucoup de ce qu'on appelle plus ou moins l'intégration européenne. Je crois que le constat qu'on peut faire, c'est que la crise de la zone euro a entraîné un creusement des inégalités au sein de la zone euro. C'est-à-dire qu'il y a eu une divergence assez forte entre ce qu'on peut appeler le cœur de la zone euro, c'est-à-dire l'Allemagne et un certain nombre de pays autour de l'Allemagne, comme les Pays-Bas ou l'Autriche, d'un côté, et puis les pays qu'on pourrait appeler périphériques, c'est-à-dire notamment les pays du sud de l'Europe, évidemment la Grèce, l'Espagne, le Portugal, mais aussi l'Italie. Et quand on regarde les principaux indicateurs économiques, c'est-à-dire par exemple le PIB par habitant ou le taux d'emploi, on s'aperçoit que la divergence depuis 2008-2009 est considérable. Il y a eu des écarts énormes qui se sont creusés et qui, dans le meilleur des cas, mettront des années à être comblés. En revanche, la crise de la zone euro a conduit les autorités européennes à prendre un certain nombre de mesures, de réformes institutionnelles, etc., qui ont renforcé, on peut dire, d'une certaine façon, la coordination des politiques économiques. Est-ce que ce renforcement vous paraît un pas dans le bon sens, un coup d'épée dans l'eau ou quelque chose de tout à fait satisfaisant? Pas très satisfaisant, parce qu'en fait, ce qu'on a fait essentiellement, c'est de renforcer la discipline budgétaire. On a au fond été obnubilé par les crises de dette publique et le fait qu'un certain nombre de pays ont été gérés d'une manière, on va dire, un peu irresponsable. Et donc on a voulu renforcer les disciplines qui étaient déjà dans le pacte de stabilité, et pas grand-chose d'autre. Or, il me semble que cette démarche-là a fait la preuve de son inefficacité. Le pacte de stabilité n'a pas fonctionné. Il ne peut pas fonctionner face à des crises comme celle de 2008-2009. Et donc, je pense qu'il aurait fallu aller davantage vers la création de ce qu'on peut appeler une capacité budgétaire de la zone euro, c'est-à-dire, en fait, d'avoir plus de leviers de politique budgétaire commune. Par exemple, un impôt européen ou par exemple des obligations ou des bons européens, comme on dit? Par exemple, c'est-à-dire que l'une des solutions qui avait été préconisée, c'était effectivement de mutualiser une partie des dettes publiques et d'essayer de les gérer conjointement de façon justement à éviter les crises de confiance sur telle ou telle dette publique nationale. Après tout, c'est ce que les États-Unis ont fait quand ils ont été créés en 1790 au moment de la Constitution américaine. C'est ce que rappelle Tom Sargent dans sa conférence Nobel de 2012. Donc ça, c'était une voie possible. Et l'autre voie possible, effectivement, c'est de renforcer le budget européen, de lui donner des ressources propres véritables, ce qu'il n'a pas aujourd'hui, par exemple un impôt européen sur les sociétés. On voit bien qu'aujourd'hui, l'opinion publique serait assez prête, me semble-t-il, à une innovation comme celle-là, dans laquelle on dirait, voilà, les grandes entreprises multinationales comme Google, Amazon, Starbucks, etc., qui aujourd'hui paient si peu d'impôts, on l'a vu avec LuxLeaks et autres, eh bien, c'est l'Union européenne qui va désormais leur faire payer un impôt pour l'ensemble de la zone euro ou l'ensemble de l'Union européenne. Je pense que ça, ce serait un progrès décisif. Oui, de manière à ce qu'il n'y ait pas des différentiels très importants entre le taux d'impôt sur les entreprises irlandais ou français, par exemple. Absolument, et que surtout les multinationales en profitent de manière tellement massive. Alors, vous avez évoqué le fait qu'il y avait manifestement un renforcement des pays, on va dire, du centre, ou que les géographes pourraient dire du nord, quand bien même ce n'est pas le nord géographique, par opposition aux pays du sud, qui est ici à la fois un sud géographique et un sud métaphorique, de pays moins développés. Vous n'avez pas
mis la France dans un de ces deux groupes? Alors, c'est ce qui est toujours très, très frappant quand on fait des comparaisons intra-européennes, c'est que la France est toujours exactement au milieu, à mi-chemin, entre les pires et les meilleurs. La France est toujours dans cette situation moyenne, moins bien que les meilleurs, mais meilleure que les pires. Donc, oui, d'ailleurs, géographiquement, c'est exactement là qu'on se situe. Mais c'est vrai, la France, si vous regardez les évolutions, que ce soit le taux d'emploi, le PIB par habitant, etc., vous voyez que la France est à peu près exactement à la moyenne. Oui, c'est la bascule entre les deux. C'est d'ailleurs pour ça que quand on parle par exemple de scission de la zone euro entre un euro fort et un euro faible, etc., la France se retrouverait vraiment le cul entre deux chaises, là, du coup, parce que de quel côté faudrait-il que nous allions? Ça vous paraît donc une piste, vraiment intéressante à creuser, celle de remplacer l'actuel euro par 2 euros, par 2 zones euro? Non, je ne crois pas. Moi, si vous voulez, on peut faire référence, par exemple, à l'expérience des années 70. Dans les années 70, vous vous souvenez peut-être qu'on a essayé de faire le serpent monétaire européen et au bout de quelques années, ce serpent s'est réduit comme peau de chagrin et finalement, il n'est plus resté à l'intérieur que ce qu'on a appelé parfois la mini-zone marque, c'est-à-dire le marque et un certain nombre de monnaies satellites. Si on coupait la zone euro en deux aujourd'hui, outre le problème que je soulevais pour la France, qui aurait bien du mal à choisir entre les deux mots, on aurait ça, c'est-à-dire qu'on aurait un euro allemand qui deviendrait en gros un nouveau marque et qui s'apprécierait énormément. Et d'un autre côté, un euro du Sud qui se déprécierait probablement très fortement. Or, c'est exactement pour éviter ça qu'on a créé l'euro. Les Allemands, je pense que les Allemands seraient les premiers perdants dans cette affaire. Parce que ce que les Allemands oublient, c'est que l'euro a évité, comme c'était déjà le cas du SME dans les années 80-90, l'euro a évité justement que les pays du Sud fassent des dévaluations compétitives. Et c'est bien pour ça que la France a tenu à ce que l'Italie et l'Espagne soient dedans dès le début, pour éviter ça justement. Mais alors, on entend bien qu'il y a eu une crise, on va dire qu'elle était totalement imprévue, on va même aller jusqu'à dire qu'elle a été causée par la fameuse faillite de Lehman aux États-Unis en 2008, et que donc il y a peut-être eu un gros accident, mais quand même, qu'est-ce qui fait selon vous que la zone euro, que la création de la zone euro n'a pas atteint l'objectif qu'on lui a signé, c'est-à-dire la convergence? Parce que vous avez bien dit qu'il est clair aujourd'hui que on peut mettre ça sur le dos de la crise, mais faut-il ou non le mettre aussi sur le dos de l'euro, d'une mauvaise gestion de la zone euro? Il y a non pas une convergence, mais finalement un accroissement de la divergence. Ouais, ouais. Je crois que on s'est leurré sur la capacité qu'avait l'intégration monétaire en elle-même à susciter cette convergence. Certains économistes d'ailleurs avaient mis en garde assez tôt, je me souviens de certains travaux de Paul Krugman par exemple, montrant qu'on aurait plutôt ce qu'on appelait de l'agglomération, c'est-à-dire qu'en fait que les pays déjà très industrialisés deviendraient encore plus industrialisés, que les régions qui étaient en voie de désertification se désertifieraient davantage, etc. Et que donc on a besoin de mécanismes budgétaires et autres pour compenser justement ces tendances. Et on ne les a pas mis en place. C'est ça, je crois, le péché initial, originel, si vous voulez, de la zone euro, c'est d'avoir vraiment une foi trop grande dans la capacité de la monnaie à intégrer l'ensemble de l'économie. C'est trop tard, Jacques Lecacheux, pour les mettre en place, ces mécanismes Non, c'est pas trop tard, mais je pense que c'est plus difficile aujourd'hui qu'en 99, parce que finalement les pays qui en ont profité n'ont pas envie d'en faire profiter les autres. Aujourd'hui, on a quand même des réactions d'égoïsme extrêmement forts. Les Allemands, par exemple, disent non, nous on a fait les efforts, c'est bon. On voit pas pourquoi maintenant on ferait des sacrifices. Et les Allemands, comme vous le savez, en Allemagne, le débat sur oui à une union, mais non à une union de transfert, c'est un débat très fort. C'est-à-dire l'idée qu'après tout, l'Allemagne n'a pas
à subventionner la Grèce ou l'Espagne. Et donc je crois que le chacun pour soi est plus fort aujourd'hui qu'il était dans les années 90. Il y a aussi, je pense, un manque de leadership sur ces questions. Hein. Je pense que le couple Mitterrand-Kohl au début des années 90 ou des choses comme ça ont joué un rôle moteur très important qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, clairement. S'agissant de l'Allemagne, les Allemands n'estiment pas du tout que, même si elle est imparfaite, la réussite de l'unification, c'est-à-dire de l'intégration de l'ex-RDA au sein de l'Allemagne, a été pour partie le fruit de la solidarité de l'Europe des 12 puis des 15. Non, je crois que les Allemands considèrent qu'ils ont payé pour ça, eux seuls. Ils considèrent majoritairement que l'Europe ne les a pas aidés là-dedans. Ils n'ont pas totalement tort, parce que c'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup aidés. Il y a eu quelques fonds structurels pour l'Allemagne de l'Est, mais enfin, grosso modo, quand même, en 91, 92, quand on a été confronté au choix, par exemple, de réévaluation du mark ou des choses comme ça, et que le gouvernement français de l'époque a dit non, non, il n'en est pas question. Il y a un certain nombre de décisions qu'on aurait pu prendre à l'époque, qui auraient facilité le travail des autorités allemandes et qui n'ont pas été prises. Et du coup, justement, les Allemands prennent argument de ce coup de la réunification en disant, ben voilà, nous on a géré tout seul l'unification allemande et les coûts que ça a engendré. Et donc, ben, débrouillez-vous avec vos problèmes. On peut pas, on n'est pas. Vous savez, c'était, je crois, c'était Schröder qui parlait du Zahlmaster pour l'Allemagne, qui disait qu'il en avait marre que l'Allemagne soit le maître payeur de l'Europe, ou le trésorier payeur de l'Europe, je ne sais pas comment traduire ça, mais et je crois qu'il y a ce sentiment-là en Allemagne aujourd'hui. On l'a bien vu au moment de la crise grecque, notamment. Et le souvenir de l'effacement des dettes contractées par l'Allemagne pendant l'entre-deux-guerres, voire pendant la guerre, effacement qui, je crois, a eu lieu au tout début des années 50 si je ne m'abuse, ça non plus, ça ne joue pas. Non, ça ne joue pas parce que les Allemands considèrent que c'était vraiment autre chose, que... Bon, ils n'ont pas tort d'ailleurs. Ils n'ont pas tort. En même temps, c'est vrai que le rapport de l'Allemagne avec sa propre histoire est un peu compliqué parce que, vous voyez, évidemment, le nazisme est unanimement condamné, etc. En même temps, le traité de Versailles, dont justement résultaient ces fameuses dettes allemandes, est souvent considéré en Allemagne comme un traité particulièrement injuste et léonin, et pour beaucoup d'Allemands, il a même justifié qu'il fasse la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, Keynes avait déjà écrit en 1919 un livre qui s'appelait Les conséquences économiques de la paix, qui était justement une critique de ces réparations de guerre qu'on exigeait de l'Allemagne à l'époque. Et donc les Allemands ne mettent pas ces deux questions sur le même pied. En partie à raison, mais... Et vous, Jacques Lecacheux, vous n'envisagez pas d'écrire les conséquences économiques des plans d'aide imposés à la Grèce? Parfois, j'y pense, oui, parce qu'effectivement, mais la Grèce, si vous voulez, a aussi une histoire très compliquée. C'est-à-dire cette histoire les difficultés du secteur public grec remontent en partie au XIXe siècle, à l'indépendance grecque, etc. Donc ça aussi, ça a des racines profondes. Merci beaucoup, Jacques Lecacheux. Merci.